Eh ben, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez aussi. Si les premiers participants connectés peuvent nous mettre un petit mot dans le chat, je serais ravi d'avoir de vos nouvelles. Donc moi, c'est Guillaume des Folies Web. Vous avez sans doute déjà vu passer ma tête par ici ou par là. Si c'est pas le cas, ben, ravi de faire votre connaissance virtuelle. Vous me voyez, je vous vois pas, mais voilà, vous êtes en feu en tout cas dans le chat. Déjà plus de 100 connectés, c'est trop cool. Merci à toutes et tous pour votre présence pour ce dernier webinaire de la semaine Cap ou pas Cap, notre semaine dédiée aux dirigeants d'entreprises ambitieux. C'est aujourd'hui une thématique un peu spéciale qui était bien attendue a priori, parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur cette dernière session, identifier les usages de l'IA pour sa boîte, aller au-delà des effets de mode. Et pour cette table ronde virtuelle, j'ai invité trois experts avec moi, dont un est a priori coincé dans les bouchons numériques, puisque Sylvain Tillon se fait désirer. Donc on va attendre qu'il arrive à se connecter. Je pense qu'il y a un petit souci technique de son côté. On a Yannick Soquet, évidemment, de Society, que vous connaissez aussi peut-être par le biais de LinkedIn, et Fabien Versange, que vous avez aussi déjà vu dans certains événements et webinaires Folie Web, qui est cofondateur de SiteW, et qui vont nous dire un petit mot juste après. Donc, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci pour votre présence. Ce que je vous propose, avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte, c'est qu'on aille se retrouver tous sur LinkedIn. Si vous avez une minute pour mettre un petit like sur la page des Folies Web, ce serait trop chouette de votre part pour continuer à suivre nos événements, parce que il y a toute une équipe de 10 personnes qui étaient ultra motivées toute la semaine pour vous préparer cette semaine incroyable avec des super webinaires, aller chercher des partenaires et des intervenants en or. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce qu'on fait sur la page des Folies Web. Et puis je vous partage aussi moi mon chat, enfin mon LinkedIn perso si vous voulez m'ajouter, et continuer aussi à suivre ce qu'on fait. Je vous invite à faire la même chose, Yannick, Fabien, si vous avez envie, à n'importe quel moment, partagez le lien vers votre profil LinkedIn ou vers votre site web, sans aucun souci. Sylvain, j'espère que tu vas réussir à te connecter, et sinon je vais essayer de te réinviter en cours de route pendant qu'Yannick et Fabien se présenteront. Je vous l'ai dit, donc le programme de la semaine, c'était un programme ambitieux, un webinaire par jour avec des experts. Vous l'avez sans doute suivi pour certains d'entre vous. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre tous les webinaires de la semaine, ça tombe bien, vous pouvez retourner sur la page d'inscription, vous réinscrire sur les événements auxquels vous n'avez pas pu participer et accéder au replay. Je vous partagerai aussi à la fin de la session un petit lien vers une enquête de satisfaction. C'est super important pour nous et surtout ça va vous permettre de bénéficier d'un accès spécifique à une page dans laquelle on a récapitulé tous les grands points et les outils qui ont été abordés tout au long de la semaine par les dirigeants et les experts qui sont venus témoigner. Donc voilà, si vous voulez accéder à ce récap, pensez bien avant de partir répondre à l'enquête de satisfaction que je vous partagerai sur l'écran ici et dans le chat. Un petit mot rapide aussi pour vous présenter les Folies Web pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et comme on est en fin de semaine et que je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois, je vais vous la faire en express. Mais au Folies Web, on organise des événements gratuits partout en France, en présentiel et aussi en ligne, comme aujourd'hui, à destination des petites entreprises, des TPE, les autres entrepreneurs, des indépendants, mais aussi, dans le cadre de ces événements un petit peu différents, à destination de dirigeants de plus grosses TPE et de PME. Et notre mission, c'est de vous aider à prendre du recul grâce aux outils numériques, notamment, de vous aider à passer à l'action pour développer votre activité. Je vous l'ai dit, donc on organise à la fois des webinaires et des ateliers en présentiel. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre site lesfoliesweb.fr toute la programmation. C'est à peu près 400 événements par an. Tout ça, c'est gratuit et c'est grâce à des super partenaires co-organisateurs. Et le premier, c'est le .fr. Le .fr qui est donc partenaire de transformation numérique des petites entreprises depuis 2014. C'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, l'Association française à but non lucratif de nommage Internet en coopération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, donc c'est une association qui gère l'extension .fr et qui reverse une partie, même tout son chiffre d'affaires, dans les actions de sensibilisation au numérique. C'est le cas en partie des Folies Web, mais aussi de tout un tas de super actions, et notamment le programme Réussir en .fr que vous pouvez retrouver dans la fameuse page que je vous partagerai, on vous partagera par email d'ailleurs après avoir répondu à l'enquête de satisfaction. Voilà, je vous partagerai aussi un lien vers notre ressourcerie à la fin du webinaire dans laquelle vous allez retrouver tout un tas d'outils et de formations super utiles pour vous. Et notre deuxième et dernier partenaire co-organisateur, c'est NeoCamino, qui est une solution d'accompagnement et de développement des petites entreprises, là encore pour les aider à réussir durablement grâce au numérique. Et NeoCamino peut vous accompagner à la fois dans la création d'un plan d'action numérique, mais jusqu'à la mise en œuvre aussi de ces actions marketing. Donc ça va de l'emailing à la publicité, à la création de sites web, etc., etc.
là encore, si ça vous intéresse, vous retrouvez tout ce qu'ils font sur leur site nocamino.com et dans la ressourcerie que je vous repartagerai. Voilà, ce que je vous propose. Ah oui, un petit mot aussi pour dire que c'est un événement qui est aussi financé dans le cadre d'un appel à projet, notamment par France Num et BBX France. Merci à eux. Voilà, je vous propose, Yannick et Fabien, de dire un petit mot sur vous. Yannick le premier, puisque tu es le premier que je vois là sur l'écran. Pendant ce temps-là, je cherche Sylvain dans les participants. Yannick, si tu veux dire un mot, du coup, à toi la Ouais, parole. avec plaisir. Bah, écoutez, merci à tout le monde d'être venu en nombre. Donc moi, Yannick Soquet, je suis patron d'un cabinet de conseil qui s'appelle Society, qui aide les entreprises à intégrer l'IA. On fait trois choses. On vient auditer les services support des boîtes pour voir où il y a des gisements pour créer des outils et de l'efficacité et de la productivité. Et donc, ça nous amène à la deuxième chose. On crée des assistants, des agents personnalisés pour exécuter vos tâches. Et on est aussi organisme de formation, vient acculturer les boîtes, accompagner le changement, faire pratiquer des collaborateurs sur l'utilisation de l'IA générative. Voilà. Trop chouette. Merci beaucoup, Yannick. Fabien, si tu veux dire un petit mot sur toi, SiteW. Oui, bonjour à tous, Fabien Versange, cofondateur de sitew.com, un service en ligne qui permet à tous de créer soi-même son site internet ou sa boutique en ligne. Voilà, depuis 2007, on s'est lancé et depuis 3 ans, on s'est mis à fond sur les outils IA pour faciliter toujours plus la création de sites avec SiteW. Donc, on pourra en parler de création d'agents IA qui accompagnent les utilisateurs. Voilà. Un grand merci pour ta présence, Fabien. Et Sylvain, du coup, qui nous a rejoint, qui se faisait attendre. Sur le fil. Bonjour à tous, Sylvain. J'ai créé l'école Le Bahut qui forme des chefs de projet et intégrateurs IA. Parce que bien que l'IA semble facile, qu'on ait accès du chat GPT de partout, que c'est trop cool, en fait, quand on veut le faire bien comme Yannick ou Fabien, c'est vachement plus compliqué que ce qu'on veut bien lire sur LinkedIn. C'est pas avec 3 prompts que vous allez changer votre vie ni gagner 40% de temps. Ça demande un peu plus de structuration. On essaie de former des gens qui maîtrisent tout ça. Trop chouette. Merci beaucoup, Fabien, pour ta présence. Et ravi que tu aies réussi à nous rejoindre. Oui, j'ai pas encore dit con, ni bête, ni tout ça. Hein. J'ai été soft sur l'introduction. Tu restes soft. On garde les punchlines pour la suite de ce webinaire. N'hésitez pas, en tout cas, parmi voilà, vous êtes quasiment 150 connectés à ce live là. Bon, c'est trop chouette. À poser vos questions dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite. Voilà, je vous en ai pas parlé juste avant. Le chat, c'est fait pour partager vos liens respectifs, faire des blagues si vous voulez, et vos questions pour la fin du webinaire, puisqu'on va garder un quart d'heure là, donc sur les coups de 15h45 pour répondre à toutes vos questions sur l'IA, les agents IA, SiteW, sur ChatGPT, Mistral, tout ce que vous voulez, on essaiera d'y répondre. Normalement, avec 4 têtes, on devrait y arriver, évidemment. Le replay sera disponible sur le même lien que celui auquel vous êtes connecté aujourd'hui. Donc, dès que la session est finie, vous avez juste à rafraîchir la page et accéder au replay si ça vous intéresse. Et encore une fois, je vous l'ai dit, un petit questionnaire satisfaction à la fin qui sera super important pour accéder à la fois à la ressourcerie dont je vous parlais et aussi au récap de tous les webinaires de la semaine. Eh ben, écoutez, 15h08, il est l'heure de commencer. Voilà, on n'a pas fait le quart d'heure lyonnais, mais c'est très bien, ça nous laisse un peu de temps pour rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Yannick, Fabien, Sylvain, l'IA depuis 2 ans maintenant, c'est devenu vraiment, je pense, le sujet qui est sur toutes les lèvres, le mot sur toutes les lèvres, dans toutes les conférences. Je vais la semaine prochaine à Go Entrepreneur à Paris. Il y a au moins 10 conférences sur le sujet. On voit passer partout sur LinkedIn. Est-ce que au-delà finalement du buzz que ça a engendré, notamment avec l'arrivée de ChatGPT fin 2022, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'intelligence artificielle c'est une vraie opportunité pour les petites boîtes et aussi pour les plus grosses évidemment? Yannick, est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah oui, j'ai un avis là-dessus, évidemment. Moi, je pourrais pas m'en passer et je pense, enfin moi, à titre perso, chef d'entreprise, start-upper, je gagne 2 jours par semaine à utiliser l'IA. Ça me permet de faire mieux avec moins. Donc oui, c'est une véritable opportunité pour toutes les boîtes d'arriver à élargir un peu son champ de compétences, arriver à être plus efficace. Et donc, Yannick, tu bosses plus que 3 jours par semaine? Ouais, alors j'ai dit je ne suis pas plus productif, je suis plus efficace. Oui, donc tu arrives à faire 7 jours en 5. Hein? Tu arrives à faire 7 jours en 5, c'est ça? Exactement. Oui, c'est plus comme moi aussi, c'est ça que je voulais que les gens entendent. En fait, ça me rend comme toi plus efficace, plus productif. J'ai pas baissé mon temps de travail malheureusement, mais ça me semble aussi indispensable et en fait c'est là et ça peut faire gagner du temps, ça peut rendre plus meilleur sur certains sujets
Et je vois pas comment on pourrait dire non, j'en veux pas. Ça n'a pas de sens. Après, de bien l'utiliser pour que vraiment ça fasse gagner du temps, comme toi tu fais, comme toi, ce à quoi tu formes, oui. Après, Fabien, c'est encore autre chose. C'est le cœur de ton moteur, toi, qui est de l'IA et tu pourrais pas faire sans. Ah oui, maintenant on a changé le modèle économique de notre solution. Même. Et oui, je pense que c'est une vraie révolution qui est en marche. Hein. Je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience, mais moi c'est comme l'arrivée de la machine à vapeur au 19e siècle ou l'ordinateur dans les années 70 ou encore Internet. Hein. C'est-à-dire que ça va changer, et c'est déjà en train de changer la société, les entreprises, notre vie de tous les jours. Et donc tous ceux qui ne sont pas encore mis, moi je les invite à prendre le train en marche, à essayer, à découvrir, à gratter et voilà, à se poser des questions. En fait, déjà à découvrir et ensuite se poser des questions sur comment ils peuvent l'utiliser au quotidien. En tout cas, il faut s'y intéresser. Et du coup, on reviendra dessus juste après, Fabien. Mais du coup, chez CW, vous avez intégré l'IA dans votre solution justement pour aider vos clients à se lancer, notamment pour la création de leur site. On reviendra dessus juste après. Je parlais de France Num tout à l'heure comme un de nos partenaires chez FoliWeb. Chaque année, ils sortent un baromètre du numérique. Ils en ont sorti un là, en octobre-novembre, qui disait qu'il y a aujourd'hui 16% des PME qui ont une solution d'IA en interne et seulement 13% des TPE aujourd'hui en France. Et quand on parle de solutions d'IA, ça va de la petite IA d'enregistrement de visio à des plus grosses IA, mais on n'est pas encore à ce modèle où effectivement l'IA remplace tous les collaborateurs. Quels sont, selon vous, Sylvain, Yannick, puisque vous bossez quand même beaucoup avec les chefs d'entreprise sur ces sujets-là, aujourd'hui les freins qui restent à l'adoption de l'IA? En fait, qu'est-ce qui empêche le fait que on n'est que 13-16% d'entreprises aujourd'hui en France qui utilisent l'IA? Est-ce que c'est une problématique de coût? Est-ce que c'est une problématique de formation? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la non-connaissance des possibilités qu'il y a aujourd'hui avec l'IA? C'est tout ce Je que vais tu viens de t'embêter, dire. Guillaume. C'est tout ce que je viens de dire, j'ai répondu. Oui, Sylvain. Dis-moi, Sylvain. Il n'y a que 13% des boîtes qui utilisent l'IA, en fait, alors qui peut-être ont des comptes stratégiques d'entreprise pour ChatGPT, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y a que 13 à 15% des Français qui utilisent ChatGPT, parce que là, je donne un cours dans une école, ils ont tous ChatGPT, et les profs ont des comptes payants, mais pas payés par l'école, qui se payent eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de shadow dans ce sujet-là, et ça, c'est un premier point. Donc, les IA génératives, je pense qu'elles sont beaucoup plus utilisées que ce qu'on peut dire dans des statistiques comme ça, parce que parfois, on a peur de se faire taper dessus aussi en tant que salarié quand ça n'a pas été autorisé par l'entreprise. Et deuxièmement, en fait, de l'IA, on en a de partout. Dès qu'on fait un achat sur Amazon, il y a de l'IA qui nous recommande d'autres choses. Dès qu'on regarde une série, dès qu'on va sur LinkedIn, en fait, ça nous propose un flux qui est géré par des algorithmes d'IA pour nous mettre des choses qui nous plaisent. Donc, en fait, penser qu'on n'utilise pas d'IA, ça me paraît fou, en fait, alors qu'on a de partout et qu'on utilise, et que les meilleures sont celles qu'on ne voit même pas. À la limite, le T9 à la base qui nous aide à choisir les mots qu'on doit écrire, c'était déjà un peu de l'IA, quoi. C'est juste pour dire, en fait, on en a déjà, autant bien l'utiliser et savoir quand l'utiliser pour être plus performant comme fait Yannick. Mais du coup, donne-nous, Yannick, toi, des exemples de ce que tu fais, parce que ça sera peut-être plus parlant. Ouais, après, là, je pense que le sujet, c'est par rapport plus à l'avènement de l'IA générative. Et aujourd'hui, je pense que les freins que les gens, moi, je discute beaucoup avec des DSI, avec des directeurs marketing, avec des patrons de boîtes. Les freins, c'est ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent gagner comme temps. Ils ont la psychologie de dire, si mon gars, il gagne comme toi 2 jours par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Problème de management, de conduite du changement, de formation. Et en fait, ils n'ont pas trouvé les cas d'usage. Et ça, c'est le point le plus important, c'est qu'en fait, c'est pas en prenant un chat GPT payant qu'on a intégré l'IA, et c'est peut-être là où il y a les 13% des boîtes. La stat, c'est qui a fait vraiment des choses dans sa boîte pour être efficace, pour être productif, pour gagner de la charge mentale. Et en fait, le seul sujet pour bien intégrer l'IA, c'est quels sont les cas d'usage. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'une formation IA générative d'une journée, c'est d'avoir mené une action de formation efficace pour intégrer l'IA, sans avoir pris le truc dans le bon sens, comme on le faisait avant sur les stratégies de marketing, de social media, de stratégie digitale, de digitalisation, tout ça. C'est quels sont les cas d'usage, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais le faire, quelles sont les tâches, quelles sont mes données, quel est mon environnement. Donc voilà, les freins, c'est souvent se poser les bonnes questions. Un socle technique commun qui garantit un peu tout un tas de trucs et qui permet aux gens vraiment d'être plus productifs, parce que prompter, ça ne permet pas à beaucoup de gens d'être beaucoup plus productifs.
Okay. Et du coup, moi qui te connais depuis un petit moment, Yannick, déjà dans toutes tes expériences d'avant, tu avais déjà mis en place plein d'automatisation, tu utilisais déjà beaucoup le no-code, tu avais déjà des process pour gagner du temps et être efficace. Et ce sera le même cas chez Fabien, parce qu'à priori, il avait déjà processé son moteur de génération de site web. Et je vois plein de boîtes qui me disent je veux automatiser mes actions par l'IA. Je fais mais t'as déjà mis en place un Make, un N8N ou un Zapier? Ils me disent quoi? Et en fait, il y a souvent pas besoin d'IA. D'ailleurs, c'est un peu le retour de mes étudiants chefs de projet. Ils me disent mais je fais 90% d'automatisation avec Make. C'est frustrant, j'aimerais aller plus loin. Je fais ouais, mais s'il n'y a pas ça, en fait, t'as pas besoin d'IA souvent. Enfin, l'IA, elle arrive que quand il y a un process très clair, que quand tu vas chercher à optimiser des choses. Mais si déjà de base il n'y a pas de process, elle fera pas le boulot à notre place. Hein. Ouais. Ouais, il pense que c'est une solution miracle à tout, une baguette magique, excuse-moi Fabien, et effectivement, on se pose pas la question du process et des données avant. Donc, difficile d'automatiser quelque chose qui n'existe pas, quoi. Après, il y a des petites tâches du quotidien, voilà, où l'IA peut aider. Voilà, vous avez une petite question, vous avez reçu un contrat d'un fournisseur, vous l'avez relu, vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez le soumettre à ChatGPT pour relire, voir s'il y a des points faibles ou des points de vigilance à avoir. Ça peut vous donner des insights. Enfin, vous pouvez demander à votre avocat aussi, mais peut-être avant, vous pouvez faire ça. Vous avez des images pour votre blog à générer ou pour les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas enfin, ça peut être dans un process, hein, mais c'est pas obligé. J'ai des personnes en interne qui vont générer ces images-là pour illustrer le blog ou challenger leur rédaction, essayer de trouver un plan d'article pertinent. Tout ça en s'aidant des IA génératives, un coup d'image, Oui. texte. Et l'étape d'après, effectivement, c'est les process automatisés au niveau industriel. Mais déjà, au niveau artisanal, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui peuvent l'utiliser comme un petit outil du quotidien pour leur faciliter la vie, leur faire gagner quelques compétences. Voilà, et gagner du temps comme ça, quoi. Non, mais tu as raison de dire que c'est pas que des choses complexes. Il y a des choses assez rapides, les mails, les fautes, les traductions, les synthèses, la production de contenu avec une qualité moyenne. Enfin, il y a des choses effectivement où on peut arriver à faire des choses assez rapides. Effectivement, faut pas le négliger. Juste, attends, il y a plusieurs fois, il y a une personne qui dit qu'il y a des problèmes d'articulation, de son ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est commun ou c'est... C'est le micro de Sylvain qui est en extérieur. Je pense que ça vient de chez lui. C'est toujours Sylvain. Voilà. On a décidé de le faire taire. Quelques quick wins ou un abonnement. Enfin, pour moi, les deux IA, je vois qu'il y a Mistral ou GPT. Moi, c'est plutôt Mistral ou ChatGPT ou Claude. Mistral, pour l'instant, sur tous mes tests, il est plutôt moins haut niveau, il écrit plutôt moins bien, il code moins bien, il fait pas des images ouf. Il va pas sur le web. Enfin, pour moi, il est plutôt moins bon. Surtout, le chatbot de Mistral est pas terrible parce que tu peux pas lui apporter de source comme un GPT ou un projet sur Claude. J'étais très habitué à Claude. Je suis assez surpris des modifications de GPT qui sont plutôt positives, en tout cas dans la rédaction. Exemple de truc, c'est que sur un livre blanc, avant, j'externalisais la rédaction à partir de mes sources, de mes idées, de mon sommaire, de ce que je voulais faire passer comme info. Maintenant, en 4 heures, j'arrive à le pondre parce qu'il sait écrire comme moi et que je vais, sur chaque paragraphe, lui faire des feedbacks, des itérations pour arriver à mon objectif. Donc, c'est vraiment, il va écrire à ma place ce que j'ai en tête. Mais parce que j'ai su lui expliquer ce que j'avais en tête. J'utilise aussi beaucoup du Gamma pour faire mes présentations. Là, je donne un cours, le support il est sur Gamma parce que je donne mes dots et ça me fait un support que je retravaille, mais ça me fait gagner un temps fou par rapport à PowerPoint à l'époque où je galérais de dingue. Et après, un projet un peu plus complexe, toujours, ça fait pas le boulot à ma place. Mais moi, j'ai un enjeu de matching entre mes étudiants et mes employeurs. Je reçois 30 candidatures d'étudiants de très bon niveau et j'ai 20 à 40 employeurs intéressés. Le problème, c'est que j'ai toujours 3 étudiants en tête où je sais que c'est des brutes et si je les présente, ils vont être pris. Mais déjà, j'ai pas une mémoire de fou, j'ai plein de trucs en tête et je les oublie. On a codé une IA, enfin, on a connecté une IA plutôt à notre table Airtables dans laquelle on a fait nos entretiens avec d'où ils viennent, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils ont fait avant. Et moi, je présente à chaque fois que j'ai un employeur qui me dit Sylvain, je veux quelqu'un. J'explique, c'est telle boîte à tel endroit, voilà les grandes missions, voilà les soft skills qu'il attend. Et ça va taper dans la base Airtable en me disant voilà les 3 candidats qui correspondent le mieux selon ce que tu as décrit à cet employeur. Et le gros avantage, c'est que ça m'évite tous les biais de moi de gens auxquels je pense parce que je les aime bien, parce que je les ai rencontrés, et que ça me donne vraiment, de façon objective, les 3 qui correspondent le mieux. Et ça m'enlève une charge mentale de ouf de ne pas avoir à me souvenir de tout le monde et de me dire je vais me laisser un peu guider. Et surtout de présenter parfois des candidats que j'oubliais complètement. Donc voilà un exemple. Là, ça demande un peu de boulot. Ça nous a demandé 3 heures
à configurer un truc un peu bien, quoi. Ouais, alors là, du coup, tu es rentré directement dans les outils et ce qui est intéressant, c'est que ça fait lien avec à la fois ce que disait Fabien et à la fois le lien avec le sondage que j'ai partagé là dans le petit onglet sondage dans lequel je demandais aux participants, et ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez continuer à y répondre, quels sont les usages que vous avez déjà testés. Et bah, naturellement, c'est la génération de contenu qui arrive en premier parce que c'est les premiers outils qu'on a vu émerger, le chat GPT, etc., etc. Et donc, ça fait partie des petits trucs que tu as dit qui sont faciles à mettre en œuvre. Même Gamma, aujourd'hui, c'est aussi de la génération de contenu, même si on peut lui fournir des bullet points pour créer une presse, il peut aussi partir de zéro. Mais du coup, mon point, c'est aujourd'hui, du coup, comment on distingue des usages qui sont réellement utiles de l'intelligence artificielle, comment on fait en sorte d'aller dans ce cas-là un peu plus poussé que tu évoquais à la fin, c'est-à-dire comment on fait en sorte de sortir de l'IA juste, je vais générer une image à la Ghibli, un email que je pourrais très bien rédiger moi-même d'ailleurs, et comment je fais pour aller plus loin. Je sais, par exemple, Yannick, que toi, c'est des choses sur lesquelles tu accompagnes tes clients, effectivement créer des process complets. Comment on fait en sorte de faire le tri dans sa boîte, parce que un projet IA, hein, ça porte bien son nom, c'est un vrai projet, ça prend du temps à mettre en place, j'imagine. Et du coup, comment on priorise les cas d'usage, comment on les identifie dans une boîte. Alors quand on est un, c'est plus facile, mais dès qu'on commence à être 5, 10, 15, 20, 30 salariés, comment on fait ça? Moi, j'ai une règle qui s'appelle les 3 C. Coûteux, chiant, chronophage. Quand j'ai une tâche qui respecte ces 3 C, je me dis qu'obligatoirement, il y a une solution IA. Je vous donne un exemple très précis. Nous, on fait des audits dans les services. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'enregistrement avant d'aller voir la personne. Notre agent IA nous dit voici les questions que tu dois poser. Il nous fait la trame d'interview pour ces gens pour aller détecter des cas en fonction de la typologie de la personne, du secteur d'activité et du service de la boîte. Une fois que j'ai l'interview, je fais mon interview physique, je l'interview avec l'enregistrement. L'enregistrement se transcrit en une transcription. La transcription va dans mon agent qui est cas d'usage, qui va aller, en fonction de tout ce qui s'est dit, aller remplir ma trame d'interview que lui-même a créée. Et en fonction de ça, il me dit voici le plan d'action à mener sur les cas d'usage. Ça, typiquement, c'est un truc qu'avant, on le fait pour la BPI, on le fait pour nous. C'est un truc sur une interview d'1h30 entre la phase d'interview, l'interview, la retranscription, le plan d'action, c'était multiplié par 5 par rapport à l'interview, donc c'était peut-être 4-5 heures. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai ce truc-là, c'est chronophage, c'est coûteux, c'est chiant. Je me suis dit, comment j'arrive à modéliser ce concept? C'est même pas un process, finalement, c'est une somme de tâches, une somme d'actions que je mène. Et voilà, après, effectivement, il faut avoir, comme on l'a dit, l'état d'esprit, et c'est peut-être là les chefs de projet. Enfin, c'est un vrai état d'esprit quand même de se dire on veut automatiser ou faire mieux avec ces tâches-là. Et je me dis, il y a un truc à faire. Et donc après, en maniant les bons outils et en créant les bons assistants, j'arrive à me déléguer cette tâche-là et le faire beaucoup mieux que si moi, j'aurais pu le faire, parce que lui, il n'oublie rien. Comme l'a dit Sylvain, il n'y a pas de biais. Il n'y a pas d'oubli. L'IA est très forte pour analyser rapidement une quantité de données folle. Et moi, l'humain, je suis capable de raisonner et d'apporter la petite touche sur la recommandation personnalisée. Donc là, typiquement, c'est un cas très précis sur l'utilisation de l'IA qui nous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de charges. Et voilà. Chouette. Très bien, tu veux réagir? Oui, alors nous, on a utilisé l'IA pour changer notre produit. Et donc, on est parti du point de douleur de nos utilisateurs, hein. C'était l'angoisse de la page blanche. Donc, certainement que ça a respecté les 3 C pour eux et que c'était source d'abandon, finalement. Parce que choisir un template et puis finalement se retrouver face à un outil avec pas trop d'idées de quelle page créer, quoi écrire, quelle section mettre, pas trop savoir écrire en français. C'était vraiment un point de douleur pour eux. Et donc là, l'arrivée des IA génératives a permis d'accueillir nos utilisateurs comme le ferait un humain. Donc ce qu'on a fait, c'est une IA donc on dit une IA ou on l'appelle Waya ici, mais finalement c'est une somme de petits agents qui collaborent entre eux pour analyser les réponses. Et bon, vous avez besoin de parler à un élément, mais finalement c'est plusieurs bots qui collaborent et qui, contrairement à ChatGPT où c'est vous qui lui parlez et lui qui exécute, là c'est Waya qui pose des questions sur votre activité, des questions pertinentes. Si vous êtes un camping, ça va vous demander vos emplacements. Si vous êtes un resto, les horaires d'ouverture, les menus. C'est la force de ces modèles de langage qui pose des questions, vous lui répondez sur ce que vous faites et qui après va créer votre site à votre place et vous propose des pages. Vous pouvez lui dire non, en fait j'ai aussi des cabanes perchées dans mon camping et hop, créer les pages qui vont bien.
Et voilà, donc on est parti du point de douleur. On s'est dit, bon, qu'est-ce que cette nouvelle technologie, cette nouvelle outil peut apporter dans le service pour mieux servir nos clients. Et un autre cas, voilà, je travaille aussi pour notre entreprise dans le juridique qui doit passer beaucoup de temps à analyser tous les nouveaux textes de loi qui sortent pour voir quels clients sont concernés par ces nouveaux textes de loi. Et donc là, on est en train de développer une IA qui analyse tous ces textes, comprend grâce au langage, comprend de quoi parlent les textes de loi et par rapport à des descriptions d'entreprise, voit si ça match ou pas. Et donc on est en train de créer QHSE.ai qui permet de faire sa veille automatisée assistée par une IA. Pareil, les 3C marchent bien aussi, quoi. Ouais, et le C principal, c'est le chronophage, en fait, finalement. J'ai l'impression, dans les cas d'usage les plus simples, j'ai l'impression que c'est ça. Si c'est chronophage et qu'on peut facilement y répondre, parce que, encore une fois, j'ai le sentiment de ce que vous dites qu'il y a des IA qui sont assez simples à utiliser pour répondre à un besoin très rapidement. Voilà, on a réglé un problème et c'est top. Mais par contre, parfois, effectivement, si on va aller sur des cas plus complexes, il y a cette notion de coûteux, chiant, chronophage, et ça demande derrière d'aller mettre en place des vrais systèmes derrière, comme ce que fait Yannick ou ce que peut faire Sylvain. Et du coup, j'ai une question. Je viens de l'oublier à l'instant en parlant, mais je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Ouais, mais j'ajouterais un quatrième C, tu vois, le complexe. Complexe, pour moi, ça peut se rajouter. Finalement, il y a quand même des tâches qui sont pas simples. Imaginez le plan de son site pour quelqu'un qui a jamais fait de site internet, ou créer c'est compliqué. Et on peut tirer l'intelligence de ces modèles de langage, on peut tirer de l'intelligence, d'où il y a. Exactement. Donc j'ai retrouvé ma question, c'est notamment sur les usages simples, et Sylvain, tu pourras rebondir dessus aussi, mais il y a la question qui se pose après derrière l'entreprise de la démultiplication des outils quand même. Vous parliez tout à l'heure, Yannick et toi, notamment du shadow IA, donc cette IA cachée faite par les collaborateurs, un peu chacun dans leur coin, chacun son outil, et puis il n'y a plus de contrôle ni des managers, ni du DSI, etc. Mais du coup, effectivement, à quel moment on se dit, bah là, on additionne un peu trop d'IA pour faire plein de choses, et on a peut-être une façon de prendre un pas de recul et se dire, on va créer un vrai projet IA dans la boîte, on va se concentrer, etc. Comment on fait ce choix-là, du coup, de se dire, bah, on va passer du temps là-dessus, plus que sur plein de petites IA différentes? Bon, pour moi, il y a autant d'IA que d'usage. D'où aujourd'hui, sur le web, tu ne te dis pas, je vais avoir que TF1. Non, tu veux TF1, Netflix, Prime et Disney+. Bah, les IA, c'est un peu pareil, en fonction des spécificités de chacune. C'est con de prendre que Copilot, qui est pour l'instant un peu pourri. Je suis désolé pour s'il y a des représentants de Microsoft ici, qui fait quand même tout. Les 50 ans de Microsoft aujourd'hui, tu peux pas dire ça. Oh, merde. Mais qui fait quand même tout beaucoup moins bien que chacune des IA spécialisées sur ce qu'ils proposent eux. Alors peut-être que demain, ce sera génial, parce qu'ils ont accès à beaucoup de données sur vous et qu'ils arriveront à gérer des vraies intégrations dans votre SharePoint. Pour l'instant, c'est un peu de la merde. Donc, il faut accepter qu'on ait plein de logiciels très spécialisés, qu'on fait ses mailings avec Lemlist, qu'on écrit, qu'on fait ses photos avec quelque chose. Bah, en fait, dans les IA, c'est pareil, il faut trouver les meilleurs par rapport à vos usages. Alors, moi, je vous ai partagé une liste de celles que j'aime bien, mais dans mes usages, qui sont la PEDA, la formation, ça se trouve, vous, dans votre secteur, ça peut être d'autres IA. Et si vous avez pris l'habitude d'être très bon sur Mistral, et que ça fait le taf, pas besoin de bouger, parce qu'il y a quand même, elles ont leur spécificité chacune, leur façon de travailler. Donc franchement, par contre, c'est du temps. Tu vois, j'utilise Wondercraft pour faire des podcasts. J'aime beaucoup cette appli. Mais la première fois, pour sortir un podcast de 5 minutes qui tienne la route à peu près, ça m'a pris quand même 4 heures. Maintenant, ça me prend plus que 30 minutes parce que j'ai la main et que je sais faire. Mais au démarrage, ce ne sera pas comme ça. En fait, ça a beau être facilité, ce n'est pas facile pour autant. Les Américains, j'aime bien, il y a une phrase qui dit on surestime l'apport de l'IA à court terme et on sous-estime l'apport de l'IA à moyen terme. Et effectivement, moi, les gens que je rencontre, tous, en fait, ils te disent, mais pourquoi ce truc-là ne fait pas tout ça? Mais en fait, ils pensent que c'est une baguette magique et que même si toi, tu poses même mal la question et que tu as plein de cas d'usage, ils devraient tout faire, ils devraient être dans ta tête, ils devraient tout savoir, ils devraient penser mieux que toi. Et à côté de ça, ces gens-là se disent, ouais, mais moi, j'ai des données confidentielles et j'ai peur de lui donner des informations. Donc, les gens, ils mélangent un peu tous les trucs. Et oui, bah, aujourd'hui, on est dans le monde digital où il y a des outils moyens en tout et il y a des outils spécialistes en plein de choses, en un usage. Et c'est exactement dans l'IA. Malheureusement,
il faut partir du cas. Effectivement, peut-être que Claude est meilleur pour la visualisation de données et Mistral pour le français. Mais voilà, si tu as besoin ni l'un ni l'autre, peut-être que ce n'est pas le bon outil. Et oui, il va falloir jongler les PowerPoint, l'audio, la vidéo, le texte, l'analyse de données, le code. Il faut jongler, il faut un peu papillonner. Après, il existe des solutions qui agrègent un peu tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais oui, il faut… Ne dites pas… Alors déjà, ne restez pas sur un prérequis ou un a priori de dire « j'ai testé ce truc-là il y a 1 an, ça ne marche pas », donc parce que ça évolue toutes les semaines, tous les jours, voire toutes les heures. Ça, c'est un premier point. Et puis, effectivement, il y a des outils. ChatGPT, les gens disent « mais il n'est pas pertinent sur la recherche ». Mais ChatGPT, on le dit, il appartient en partie à Microsoft. Et donc, ChatGPT n'a pas accès à Google, il a accès à Bing. Donc, n'utilisez pas ChatGPT pour aller faire des recherches Google. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, il faut juste savoir un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on en revient à la notion, déjà, tester un petit peu, voyez ce qui se fait et essayez de papillonner au début sur plein d'outils, mais ne pensez pas que c'est simple et ne pensez pas, parce que ça semble être très simple, ne pensez pas que c'est simple et que c'est la réponse à tout et que ça doit tout faire, quoi. Mettez-vous à la place d'un manager qui doit aller briefer un collaborateur qui vient d'arriver dans la boîte pour lui dire comment il doit faire la tâche. Et il va falloir lui expliquer beaucoup de choses. Et il n'est pas multitâche, le gars. Peut-être qu'il va faire appel à d'autres collègues et ainsi de suite. Donc voilà, c'est exactement pareil sur l'IA. Et ce qu'on demande souvent à un stagiaire qui vient d'expliquer quelque chose, c'est est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Et moi, c'est ce que j'invite à faire dans les prompts, parce que plein de gens ne le font pas, quoi. C'est quand même un petit tip. À la fin de votre prompt, vous pouvez dire pose-moi des questions sur ce sujet, sur ton objectif. Voilà, une fois que vous aurez pensez pas à tout quand vous expliquez dans votre prompt ce que vous souhaitez. Et c'est un bon moyen d'enlever ces zones d'ombre qu'il y a dans un deuxième temps, une fois que vous avez répondu 4-5 questions qu'elle a posées. Comme tu dis, le meilleur prompt, c'est quand à la fin tu dis est-ce qu'il te manque des éléments pour bien répondre à mon sujet et qu'il va te faire une longue liste et que tu vas pas pouvoir répondre à tout parce que tu sais pas tout, mais comment il aura toutes les infos pour te faire une réponse à peu près correcte, qui sera toujours à retravailler. L'IA te fait jamais un premier jet parfait. Donc pareil, comme tu disais, il n'y a pas de baguette magique, il faut rebosser un peu dessus. D'où j'ai des gens qui sont déçus sur le gamin en me disant ouais mais le PowerPoint c'est pas exactement ça que je voulais écrire. Je me rends compte qu'il t'a quand même fait 30 slides en 2 minutes et que tu en as peut-être 3 à enlever et 2 à modifier. C'est un gain de temps magnifique par rapport à ce qu'on avait avant, donc c'est pas parfait. Acceptons-le, ça va nous faire gagner du temps, ça va nous rendre plus efficaces. Je vois des questions, des commentaires sur le respect des datas. Putain, mais les gars, vous utilisez WeTransfer, Drive, SharePoint et tout ça, et vous ne posez pas la question. Et en plus, vous êtes des petites boîtes. Alors autant vous appelez Dassault, KNDS, des boîtes dans l'armement ou des grosses boîtes dans la pharma, je vous dirais faites gaffe un peu à ce que vous mettez. Mais en tant que petit entrepreneur, n'imaginez pas avoir des données ultra confidentielles, d'autant que dès qu'on paye ces outils, eux s'engagent à ne pas utiliser vos données pour s'entraîner. Est-ce qu'ils ne le font pas? On ne peut pas vous le garantir, mais pourquoi vous croyez que Google ne le fait pas et que ChatGPT va le faire? Sachant que Google, ils ont Gemini et qu'ils ne s'entraînent pas sur n'importe quoi. Donc voilà, c'est juste avoir ça en tête. Et que de toute façon, par contre, moi en reco, c'est n'utilisez pas l'IA from scratch sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Par contre, elle est géniale pour aller plus loin à partir de sources que vous lui apportez, à partir d'un rapport annuel que vous voulez synthétiser, à partir d'une étude scientifique que vous voulez comprendre et que vous voulez interroger. Là, l'IA sait très bien faire. Par contre, sa base de connaissances, elle est limitée. Elle va faire des choix qui ne sont pas toujours les bons. D'où, pour moi, c'est vraiment pas un outil de recherche Google. Là, je donne un cours sur la désinformation aujourd'hui. Les étudiants ont essayé de faire des fact-checking avec l'IA. C'est une catastrophe. Ça invente des sites web. Ça va dans le sens de ce qui est écrit sur le web, mais qui n'est pas toujours vrai. Et ça les aide pas du tout, en fait. Par contre, une fois que tu as trouvé toutes tes sources et tu dis, est-ce que tu peux m'aider à synthétiser ce que je voulais dire? Voilà les grandes idées. Ça, l'IA le fait super bien. Et du coup, si je rebondis sur ce que vous dites depuis tout à l'heure, qui est intéressant, ça veut dire que les entreprises aujourd'hui qui veulent utiliser l'IA vraiment pour aller un peu plus loin quand même, elles sont obligées de structurer des process, parce que quand même on les connaît, hein, les petites boîtes. Moi, pour en accompagner plusieurs toute l'année, parfois le process, juste le mot, ça fait peur et on se dit ça n'existe pas. Et ça veut dire centraliser aussi les informations, les données sur sa boîte dans des endroits qui sont bien identifiés, parce qu'effectivement, faut donner de la matière à l'IA. Ça, c'est un prérequis, a priori, dans ce que j'extire de tout ce que vous dites. Un prérequis pour que ça fonctionne. Chiant, ça veut dire qu'il faut que les datas soient sur votre drive uniquement et pas dans votre mail, dans votre drive, dans vos notes sur votre téléphone et dans vos documents. Il faut que tout soit trouvable. L'IA n'est pas dans votre tête et donc il faut qu'elle ait accès à tout ça. Et c'est pas toujours simple quand tu as une petite boîte parce qu'on n'aime pas les process, tu as raison.
Ça nous fait chier de devoir faire comme une grosse boîte et de se dire maintenant, à chaque fois que j'ai une commande signée, elle est à chaque fois rangée au bon endroit. Bah, en fait, si tu le fais pas, l'IA ne pourra pas te traiter, te dire c'est quoi ton client type, comment te prospecter, et donc te sortira de la merde par rapport aux 3 documents qu'elle a trouvés. Et puis je le redis, Google a Gemini, Google est américain, Microsoft a Copilot est américain, Microsoft détient 49% d'OpenAI. Donc pourquoi faites-vous confiance à Google, à Microsoft et pas effectivement confiance à OpenAI? Et voilà, et je redis ce qu'a dit Sylvain, si vous payez, effectivement, il y a dans les conditions générales d'utilisation un mot très clair qui dit que vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Donc le sujet de la data, c'est pas plus, pas moins que les outils que vous utilisez aujourd'hui. Donc il y a des solutions aujourd'hui qui sont très clairement indiquées. Il faut juste avoir le bon abonnement sur le bon outil. Et donc la sécurité, la confidentialité et la souveraineté des données, ces outils-là ne seraient pas disponibles en Europe s'ils n'étaient pas compliant sur le RGPD. Et s'ils avaient des failles sur globalement sur la protection des données, quoi. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a plus de sujet. Aujourd'hui il n'y a plus de sujet. Et du coup, Sylvain, toi, au Bahut, vous formez justement des futurs chefs de projet, des intégrateurs IA. Au vu de toutes les questions qu'il y a à se poser là, qu'on se liste quand même, il y a le sujet de décortiquer les outils qui existent, trouver ceux qui sont adaptés à la boîte, déterminer des process, identifier où sont rangés tel et tel document, etc. Est-ce que ça veut dire que demain, j'imagine bien, enfin la question est répondue, ce sera une compétence clé effectivement, l'IA, il faudra avoir des compétences là-dessus, mais on peut pas imaginer que dans des TPE, PME aujourd'hui le dirigeant soit à la tête de ces projets-là, parce que ça veut dire que demain on sera obligé d'avoir des chefs de projet IA dans les boîtes pour faire en sorte que ça tourne, ou du moins faire appel à des consultants, mais justement pour planifier ces projets-là. Bah, comme l'a dit Yannick, c'est quand même des projets un peu costauds, que ça bouge très très vite. On a eu des responsables de transformation digitale il y a 25 ans quand le web s'est imposé. Bah, le chef de projet IA, c'est un peu la même chose, que pour l'instant, c'est plus simple de l'externaliser dans des agences. Honnêtement, moi, mes étudiants partent beaucoup en agence parce que les boîtes n'embauchent pas encore tout de suite, parce que ça reste des petits projets, des tests, des prototypes. Mais à terme, oui, il faudra un spécialiste interne parce que c'est un job à plein de temps de faire sa veille, de connecter, de maintenir, parce qu'il faut maintenir. C'est pas parce que tu as mis une fois en place le process que c'est pour toute ta vie que ça bougera pas et que ça va évoluer, comme dit Yannick aussi. Et que derrière, il y a plein d'autres process à travailler dans l'entreprise. C'est pas juste j'ai optimisé le fait de remplir mes bons de commande. Enfin, du coup, Fabien, je veux bien que tu nous dises, toi, ce que ça prend comme temps chez vous, parce que vous, c'est complètement intégré, mais que tu expliques un peu que c'est un vrai job maintenant, en fait. Oui, c'est un challenge de suivre l'évolution des modèles, parce qu'il en sort toutes les semaines, il y a un nouveau. Donc, il faut aussi mettre dans le process qu'on a, dans la technique qu'on a, un moyen de tester les nouveaux modèles, vérifier s'ils sont plus performants, moins performants, adapter les prompts aussi, des agents, parce que chaque modèle ne réagit pas pareil. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on passe à l'étape industrielle, c'est un travail complexe. C'est un investissement de construire la plateforme, mais aussi toute l'infrastructure qu'il y a derrière pour faire la maintenance et l'évolution progressive. Comme ça bouge tout le temps. Il faut suivre le rythme et avoir les outils pour suivre. Quand on préparait le webinaire, j'expliquais je vous disais que j'avais rencontré des DRH, notamment sur ce sujet du shadow IA et des utilisateurs qui faisaient un peu tous ce qu'ils voulaient dans les boîtes. Toi, Yannick, a priori, c'est une problématique sur laquelle tu travailles, que tu rencontres aussi avec auprès des dirigeants que tu accompagnes. Comment on fait aujourd'hui pour encadrer l'IA dans une boîte et pour éviter que chacun aille tester 12 000 outils et du coup éparpiller un peu la data de la boîte aussi à droite à gauche. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques aujourd'hui pour cadrer ça sans avoir nécessairement un chef de projet IA à temps plein dans sa boîte? C'est simplement écouter ses salariés et leur dire, s'ils ont besoin effectivement des outils génératifs, sans parler effectivement de la grosse artillerie de détecter les cas d'usage et tout, c'est de dire, OK, aujourd'hui, vous utilisez ChatGPT, un outil d'IA générative, si oui, lequel, qu'est-ce que vous y mettez dedans, est-ce que vous avez un abonnement payant ou pas, et qu'est-ce que vous avez besoin d'en faire. Et avec ces 3 questions-là, vous allez tout de suite voir qui utilise quoi, comment, qui sont les gens un peu référents, ambassadeurs et qui maîtrisent un peu mieux. Et à partir du moment où tu vois que tu as 10 personnes de ton codir qui
sont bloqués sur le Wi-Fi du bureau, ne pas utiliser l'outil et qu'à côté, sur leur téléphone en 4G, ils ont ChatGPT gratuit, bah, tu vas tout de suite voir effectivement qu'il y a un problème. Et si ces gens-là t'expriment des vrais cas d'usage et pas juste faire les devoirs de ton fils pour l'aider à faire ses devoirs de maths, bah, tu te dis il faut prendre des abonnements parce que tu peux aussi pousser une quatrième question, c'est qu'est-ce que tu faisais, cette tâche-là que tu faisais avant, elle te prenait combien de temps et aujourd'hui, tu l'as fait en combien de temps? Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de productivité, c'est l'efficacité parce que faire un mail, peut-être que tu peux le faire le même temps avec l'IA, mais peut-être qu'il sera mieux formulé et peut-être qu'il y aura moins de fautes. Donc voilà, il faut aussi, avec ces 4 questions, tu sais qui utilise quoi, quand, comment et est-ce que tu as un gain éventuel. Et donc, c'est de ne pas fermer les systèmes d'information parce que le pire truc à faire pour une boîte ou pour une DSI ou truc, c'est effectivement de mettre tout ça sur le tapis et de dire que non, on n'a pas de besoin, on n'a pas de gouvernance, on n'a pas de doctrine sur le sujet, on n'a pas de charte, on n'a pas défini qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et parce que si tu fais ça, les gens, ils vont s'en emparer quand même et ils vont l'utiliser. Donc, ouais, moi, c'est poser ces 4 questions. C'est ouvrir le débat, tout simplement, ouvrir la discussion. Et vous allez tout de suite voir s'il y a des usages. Hein. Une bride d'usage, quoi. Tiens, moi, je vais gueuler contre les recruteurs. En 2025, si vous ne répondez pas à une candidature, c'est honteux. Autant avant, ça prenait du temps d'écrire un mail, de le personnaliser, de le rendre sympa. Parce qu'envoyer un mail générique, c'était de la merde. Autant aujourd'hui, avec l'IA, tu te configures un GPT personnalisé ou un petit outil à toi où tu expliques ce que tu veux mettre dedans, comment tu veux le configurer, le ton, et tu mets juste 3 mots où tu mets le CV de la personne en disant voilà, tu expliques pourquoi je l'ai pas pris, c'est pour ça, ça, et ça te fait un mail nickel. Et franchement, en marque ampleur, ça change tout de recevoir un mail après l'entretien qui explique pourquoi on n'est pas pris, plutôt que d'attendre des plombes, de jamais avoir de réponse, et d'être juste shadow oublié dans le process RH. Et là, pour moi, c'est un cas d'usage RH où, franchement, si tu n'as pas un abonnement IA pour le faire, c'est dommage. Après, moi, le rêve de l'abonnement IA, et j'espère qu'Yannick, tu bosses dessus avec quelques boîtes, c'est l'outil qui te permet de faire des pré-entretiens sur compétences et pas sur la gueule, sur le CV ou sur le diplôme. Aujourd'hui, sur les entretiens techniques, il y a des IA qui peuvent te poser des questions pour voir si tu maîtrises vraiment ton sujet, que tu peux préconfigurer, d'où tu vas avoir des entretiens à la fin avec des gens peut-être différents de ce que tu as d'habitude. Parce que tu t'en fiches du diplôme, s'il a bac-2, mais que le mec c'est un tueur parce que c'est auto-formé, le nana, pardon. Moi je trouve ça génial que ces IA soient plus neutres, plus objectifs que nous, qui allons nous arrêter à des choses qui ne sont pas toujours logiques, rationnelles et productives pour la boîte. Donc ça, tu vois, c'est mon rêve de l'IA. On parle des biais avec l'IA, tu voudrais dire que l'humain a aussi des biais ? Plus que des biais, l'humain, on a plein et on ne les accepte pas, on travaille peu dessus. Ça a été démontré aux États-Unis que les juges étaient plus durs en fonction de l'heure à laquelle tu passes devant eux. Si tu passes à 8h30, ils prennent le temps d'étudier ton dossier. À 13h, ils ont la dalle, ils vont le torcher et tu vas prendre une branlée. Et du coup, on leur a dit, et ça n'a rien changé. Enfin, tu vois, c'est... Alors que l'IA, on va chercher les biais, on va chercher justement à les limiter en sachant qu'il y a ce biais-là. Par exemple, on sait que ChatGPT est plus démocrate que républicain. Donc, si tu es plutôt libéral républicain en France, tu vas retravailler ces textes pour qu'ils correspondent plus à ton image. Mais on les connaît, on les a cherchés. L'IA est un peu sexiste. On va avoir des problèmes. Chacune IA, voilà. Mais à toi de jouer avec. L'humain, nous, on les oublie nos propres biais, quoi. Écoutez, il est 15h43. Il nous reste 2 minutes pour une question plus ouverte sur le sujet du moment, mais quand même, je voulais avoir votre avis sur ce sujet de la propriété intellectuelle qui est très abordé ces derniers jours, ces dernières semaines, à cause de la génération d'images en masse, notamment proposée par ChatGPT, mais pas que. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un risque aussi pour les petites boîtes qui ont tendance à s'engouffrer on en parlait au début, dans la génération de contenu grâce à l'IA, parce que c'est le truc facile à faire, créer un article de blog, une page de site, générer telle ou telle image. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit attention aux entreprises sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on dit c'est un non-sujet finalement, question de la propriété intellectuelle et des images qui ressemblent à d'autres? Alors, avant de répondre à la question, je te répondrai par une stat qui dit qu'aujourd'hui, 50% du web actuel, avant 2022, était dupliqué.
Donc, on n'a pas attendu l'IA pour dupliquer le web, pour connaître bien le sujet de la création de contenu. Quand tu dois créer un contenu, qu'est-ce que tu fais si tu veux bien le faire? Tu vas te documenter, tu vas réfléchir, tu vas lire, tu vas analyser, te faire ton propre idée et tu vas produire. Donc, tu peux exactement reproduire ce système-là avec une IA générative. Et puis, tu peux aussi mettre un peu d'intelligence dans ton IA générative, à savoir lui dire, lui donner tes documents de boîte, un peu structurant sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, sur la manière dont tu écris. Tu peux lui donner en source de référence effectivement des mails, des posts LinkedIn, du blog ou je sais pas quoi. Donc, tu peux aujourd'hui arriver à personnifier ton IA. Donc, voilà, c'est sûr que si tu dis fais-moi un post LinkedIn sur cap ou pas cap, les folies web, tout le monde va avoir quelque chose de creux et pourri et les gens vont dire l'IA, ça marche pas. Mais c'est sûr que si tu arrives aujourd'hui à te faire ton jumeau numérique, moi j'ai mis je sais plus combien de lignes dans mon assistant personnel avec un truc médico-social, avec profil psychologique et ainsi de suite, j'écris comme moi, quoi. Donc, il n'y a aucune autre IA qui va pouvoir écrire de la même manière que moi, parce qu'elle est personnifiée, parce qu'elle est personnalisée. Donc, voilà, ce risque. Et donc, voilà, propriété intellectuelle, d'ailleurs, à Ghibli, ils n'ont pas porté plainte parce qu'ils ont dit que le style, c'est difficile c'est difficile, enfin, les ayants droit, ils ont dit que c'est difficile, effectivement, d'assimiler un style avec une propriété, quoi. Donc, c'est assez tendancieux. J'ai pas de réponse là-dessus, je suis pas juriste, mais je sais que c'est très flou aujourd'hui, quoi. Bon, déjà, c'est flou. Ouais, et moi, je m'en inquiéterais pas, hein. Enfin, honnêtement, pour l'instant, enfin, c'est pas les petites boîtes qui vont être attaquées en premier. Il va bien falloir que niveau politique, juridique, ça évolue. Il y aura peut-être des droits d'auteur qui seront versés, peut-être par OpenAI à chaque fois qu'ils génèrent des images qui ressemblent au studio Ghibli, donneront quelques centimes. J'ai un truc à inventer, mais c'est pas sur nous, petites boîtes, que ça va tomber. Et donc, tant que c'est flou, on peut se servir du système. Profiter. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Il va falloir prouver, hein. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais après, moi, je rêve d'une SACEM de l'IA, effectivement, qui permette de rémunérer un peu les auteurs, parce que je trouve ça un peu inadmissible ce qui a été fait sur Ghibli. Et que nous, on a été touchés chez Sido, parce que l'IA sait faire des vidéos comme Dessine-moi l'écho, alors que c'est à nous, ça nous appartient complètement, et elle sait reproduire le style, écrire comme nous, parce qu'elle a tout en base. Et je trouve pas ça tout à fait normal, ça veut pas dire que j'utilise pas d'IA. J'utilise l'IA plus comme toi, Yannick, par rapport à moi, m'aider à écrire comme moi plutôt que d'écrire comme Yannick. Je n'ai jamais demandé à l'IA de copier ton style. Donc, je vais quand même éviter ces cas d'usage-là. Et j'ai pas fait d'image Ghibli parce que ça me parle pas, c'est pas mon univers. Donc, je vais faire gaffe à ça, moi, perso, parce que ça me fait chier de copier quelqu'un. J'aime bien faire mes propres trucs. Et effectivement, en termes de risque, comme le dit Fabien, c'est ultra limité. Mais c'est vous vis-à-vis de vous dans votre glace, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes fier d'avoir copié quelqu'un, d'écrire comme un tel, comme Thibault Louis sur LinkedIn? Non, crée-toi ton propre style, bordel, et fais des posts bien, et t'inquiète qu'un jour ça marchera. Bon, tu donnes un peu d'eau au moulin quand même à Thierry qui reparlait de la protection des données, effectivement, sur des choses notamment pour les artisans ou les boîtes qui ont des projets très précis et qui ont peur quand même de donner ça à l'IA, parce qu'aujourd'hui, même si quand tu signes, a priori, avec ChatGPT ou autre, on te dit tes données sont pas exploitées, tu n'es pas jamais à l'abri que, à la fin, si, quand même. Et du coup, on comprend quand même qu'il y ait cette peur, mais bon, je dirais quand même si je suis pas là pour intervenir, que loin de tout ce qu'on a en ligne, que ce soit dans l'IA ou pas, et potentiellement un jour la cible d'une attaque, d'une fuite, de ce qu'on veut, et donc ça repart dans la nature. Et donc voilà, faut trouver l'équilibre, et évidemment vos grands secrets professionnels. Peut-être qu'on ne mettra pas la recette du Nutella ou du Coca-Cola dans le chat GPT demain, mais voilà, faut réussir à l'utiliser avec parcimonie. On va passer aux questions. On peut installer des modèles de langage qui tournent sur sa propre machine, qui du coup partent pas dans le web, sur les services externes. On peut installer Oliama, bon, c'est un peu le technique, mais on peut installer Oliama qui installe des modèles open source sur sa machine. C'est un peu plus lent, c'est peut-être un peu moins performant, mais si c'est vraiment hyper critique, c'est possible. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais ça demande des installations un peu particulières. En tout cas, ça demande d'avoir du matériel informatique qui tourne correctement. C'est des coûts aussi. Je vous partage là, puisque je l'avais dit tout à l'heure, l'enquête de satisfaction. Donc pour nous intervenants, on peut cliquer sur plus tard si vous n'avez pas envie d'y répondre, Fabien, Yannick et Sylvain. Mais pour tous les autres, si vous voulez avoir accès justement à ce récap de cette session, puis les 4 autres sessions de la semaine, répondez à l'enquête de satisfaction. On va vous faire partir un mail là juste après avec cette page qui vous donnera accès
au récap, je peux même vous partager mon écran pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble si vraiment ça vous passionne. Mais voilà, c'est une page comme ça dans laquelle on a mis des bullet points, des citations, des outils. Évidemment, bah là pour la session de maintenant, c'est pas rempli, donc il va me falloir quelques minutes pour remplir tout ça. Mais enfin voilà, n'hésitez pas du coup à répondre à l'enquête de satisfaction pour retrouver tous ces outils qui sont mentionnés depuis une semaine. Je mettrai aussi le tableau que vous a partagé Sylvain là, avec des logiciels IA qui sont recommandés par le Bahut parce que c'est vraiment une mine d'or. Pour le coup, je l'ai découvert en live avec vous et c'est très chouette. Et donc voilà, je vous mettrai en lien aussi. Et puis n'hésitez pas à aller pinguer Sylvain sur LinkedIn si vous avez des questions à ce sujet, évidemment. Un petit mot rapide aussi pour vous dire. Alors, on parlait tout à l'heure du sujet de se former à l'IA et en une journée, c'est parfois compliqué. En tout cas, si pour certains d'entre vous, c'est un sujet et que vous voulez vous lancer, chez FolioWeb, on a lancé une petite offre de formation sur l'IA, justement, en groupe. Alors, on a des choses aussi sur mesure, mais voilà, si ça vous intéresse, là encore, je vous partage ici dans le chat le lien. Voilà, sur la gauche, vous avez une petite notification pour découvrir l'offre si ça vous intéresse et d'en discuter avec Camille, du coup, qui est un de nos associés. Alors, il y a peu de questions finalement dans l'onglet questions. Vous êtes encore nombreux dans le chat. Je sais qu'il y a pas mal de questions qui se sont posées dans le chat. Alors, on va commencer par l'onglet questions du coup, et puis en fonction du temps qu'il nous reste, on regardera dans le chat. J'ai vu que tu avais déjà commencé à répondre, Sylvain. Marilyn qui disait comment personnaliser l'IA justement, s'il vous plaît. Alors, c'est une question assez large. Je pense qu'on y a un peu répondu, mais c'est lui donner des données, et des données, c'est du texte, c'est des emails, c'est des PDF, c'est tout un tas de contenu sur soi, soit dans le prompt, soit en créant un assistant, soit dans les instructions personnalisées, soit dans l'ensemble de ces trois choses, pour pouvoir vraiment personnifier, quoi. Yes, trop cool. J'ai une question du coup pour toi, Yannick, parce que elle n'est pas posée officiellement, mais je vais la poser parce que je pense qu'on a perdu 2-3 personnes en cours de route. J'ai cru l'avoir passé dans le chat, mais tu as parlé d'assistant IA tout à l'heure. C'est quoi la différence justement entre un chat GPT classique, un Mistral et un assistant IA justement? Qu'est-ce qu'on entend par là, un agent IA? Bah, sans parler des différents outils, mais un prompt, c'est quand tu dois faire une demande assez ponctuelle. Tiens, analyse-moi ce truc, je veux avoir cette info sur le pack d'associés ou je sais pas quoi. C'est un truc assez ponctuel que tu vas faire une fois de temps en temps. Dès lors que tu dois le faire 3-4 fois, bah, tous les outils, Mistral, Claude, Perplexity, GPT, ont une fonction d'assistant ou d'agent, dépendamment du nom de chez chacun, dans lequel bah, tu peux aller pré-instruire ces informations, donner des documents références, c'est ce qu'on appelle des bases de connaissances, des sources, des fichiers, des instructions, des dialogues, tout un tas de trucs. Et typiquement, bah, c'est pour aller formater l'interview de cas d'usage. Bah, je lui dis, moi, les 14 points que je veux voir dans l'interview, c'est ça. Je veux que tu me formates de telle manière. Je veux des bullet points, je veux des phrases d'accroche, je veux une conclusion, je veux un format bien spécifique. Tout ça, c'est des instructions que je donne avec des exemples livrables pour dire, voilà, regarde plein d'exemples que j'ai fait et avec tout ça, tu t'en inspires. Donc ça, c'est comment arriver un petit peu à systématiser, à standardiser une démarche. Trop cool. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Sylvain? Je te vois bouger la main. Sachant que, attention, quand vous faites un prompt et que vous itérez beaucoup dessus, parfois il peut oublier les consignes du début. D'où l'intérêt d'un agent où tu as pré-prompté, entre guillemets, pour être sûr qu'il le garde à chaque fois en tête. Ouais. Parce qu'au-delà de 5-7 itérations, tu n'es pas sûr qu'il se rappelle de ce qu'il fallait faire au départ. Ouais. Ok, bougez. Hop là, j'ai eu un petit souci de micro. Je pense que vous m'entendez encore, mais j'ai des petits bugs techniques. D'assistant IA sur la plateforme OpenAI. Hop. Est-ce que vous m'entendez du coup ou pas? Oui. Ouais, très bien. J'ai mon iPhone qui connecte à la place de mon micro, il n'y a plus rien qui va. Je suis écouté par les Chinois, une IA quelconque ou l'Iran peut-être. Est-ce qu'il y a des IA spécialisées par secteur d'activité? Non, mais attends, IA qui t'écoute, franchement, pareil, les comptes rendus de rendez-vous. Moi, pour des questions de processus qualité, j'ai des IA qui enregistrent tous mes rendez-vous commerciaux et tous mes briefings, tous mes cadrages de formation. Moi, j'utilise maintenant grain.com, grain.com, parce que j'arrive à une trentaine d'enregistrements gratuits par mois, ce qui me suffit. Et c'est extraordinaire, quoi. Enfin, j'ai un enregistrement, j'ai même un mail qui me dit n'oublie pas, faut que tu fasses ça à la fin de la réunion. Et je comprends pas que tout le monde le fasse pas. Alors après, parfois, c'est un peu flippant parce qu'en réunion, on a autant d'IA que de personnes présentes. Mais en termes de qualité, c'est génial. Je parle de qualité, de réflexion, de comment je m'améliore, de garder des notes, de pouvoir transmettre à mon collègue et d'avoir une trace, plutôt que de prendre des notes qu'il n'y a que moi qui comprends. Au moins, là, il y a des notes qui sont réutilisables par n'importe qui.
Et dans la relation client, c'est factuel. Hein. Il ne peut pas dire je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit ci, et ainsi de suite. Et moi, j'utilise des fois sur des rendez-vous commerciaux. J'ai fait la démo l'autre fois où j'ai coaché, enfin, l'IA m'a coaché, m'a dit tiens, là-dessus, fais gaffe, tu t'es fait déborder par ton client qui t'a dit, qui a maîtrisé le tempo et toi, non. Fais gaffe, tel rendez-vous numéro 2, tu vas devoir avoir ces points d'attention. Donc, c'est un vrai consultant, c'est mon vrai coach de vie, quoi. J'ai vu des coachs dans la question. Enfin, voilà, interrogez-le, comme dit Fabien. Il est là aussi pour vous répondre. Toutes les questions que vous vous posez sur le côté pro, si vous aviez un super armada de cabinets de conseil autour de vous, ça peut vous aider. Ouais. Je vois, il y a Xavier qui dit que l'enregistrement nécessite l'accord de la personne. Ces IA-là, en tout cas, généralement, indiquent aux utilisateurs dans le chat qu'elles sont enregistrées et elles ont la possibilité, il me semble, de dire non, quoi. Et à ce moment-là, bon, faut s'arranger avec l'hôte de la réunion. Du coup, ça répond en partie à la question, alors je sais plus, j'ai plus le prénom ici, qui demandait s'il y a des IA spécialisées par secteur d'activité. Fabien a commencé à en parler tout à l'heure, notamment sur les sujets juridiques. Je crois savoir que les éditeurs, notamment des codes civils et tout ça, Dalloz, ils ont lancé leur propre IA pour aller faire de la recherche sur les J-France et sur toutes ces choses-là. Il y a des IA spécifiques pour tout un tas de métiers. Et c'est là finalement tout ce que disait Yannick au début du webinaire. C'est aujourd'hui on utilise Gamma pour faire des slides pour de la formation, de la pédagogie, mais demain quelqu'un qui est industriel dans un autre truc aura besoin d'une autre IA plus spécifique. Et ça nécessite d'aller la chercher, quoi. Ouais, il y a des secteurs et il y a aussi des tâches, quoi, sur lesquelles il y a des spécificités. Voilà, il faut savoir qu'un outil type ChatGPT, c'est un outil généraliste. Donc il est moyen, enfin il est généraliste. Je peux pas être plus précis que ça. Il est moyen en tout, ou très bon en tout. Mais voilà, si tu veux juridique, il y a un truc qui est dédié qui fait que ça. Voilà. Et tous les services existants se mettent à ajouter des briques IA. Donc, oui. C'est des outils qui aidaient à poster sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, il y a la petite assistant IA qui vous aide à rédiger. C'est ça. Il y a plein de questions qui sont arrivées dans l'onglet questions. Comme il nous reste 4 minutes là, parmi les participants qui sont connectés encore et qui sont nombreux, vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes sur la gauche. Et comme ça, je vais les trier par vote. Ce sera plus simple parce que effectivement, il y a des choses auxquelles on a déjà répondu. Donc, j'ose pas trop revenir dessus. Sylvain aussi a pris du temps pour répondre en commentaire certaines des questions. Il y avait une question justement d'un autre Sylvain qui demandait comment faire son jumeau en IA. Alors, c'est une question extrêmement spécifique. Faut-il prendre un abonnement? Parce qu'il y a aujourd'hui des outils d'IA gratuits qui permettent d'avoir un avatar pour simplifier. Non. Non, on parlait des GPT tout à l'heure là sur la plateforme GPT. Pour se créer son propre GPT, il faut effectivement avoir un abonnement payant et dans lequel vous allez lui nourrir beaucoup de choses. Donc ouais, effectivement, sur tous, sur Gemini, sur Claude, sur Mistral, il faut les abonnements payants pour se créer les assistants, les agents. Voilà. Mais après, ça dépend ce que vous entendez par jumeau, parce qu'en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, j'ai mon jumeau sur Agen qui me permet de me faire dire à moi ce que je veux. J'ai mon clone sur Eleven Labs qui me permet de faire dire en audio ce que je veux aussi, ou sur Wondercraft qui me permet de faire des podcasts sans les enregistrer. En fait, ce jumeau, ça dépend ce que vous attendez. Est-ce qu'il fasse le boulot à votre place et sur quel type de tâche? Parce qu'il y aura autant d'assistants que de tâches, quasiment. En fait, un jumeau va être dédié à une tâche. Mais la question sur le truc gratuit, dans tous ces outils que tu as cités, pour avoir cette personnalisation, c'est les outils payants. Ouais, qui commence autour des $20 par mois pour avoir testé Agen et Eleven Labs qui sont très forts. Et pour le coup, on parlait de pédagogie, de formation, notamment. Il y a un gros sujet dans la formation qui est de mettre à jour les contenus, notamment quand on fait de la formation asynchrone. Et ça, c'est pratique. On change une ligne de texte et la vidéo de formation, finalement, peut avoir changé. Et ça, c'est valable pour de la formation, mais en réalité, c'est applicable dans plein d'autres métiers. Vous êtes RH, vous voulez faire l'onboarding de vos collaborateurs. Hop, petite vidéo d'introduction. Vous êtes commercial, vous voulez envoyer une vidéo personnalisée à un client. Hop, vous pouvez alors même la dupliquer. En fait, après, derrière, il y a une question de créativité. Moi, j'aime bien dire, l'IA, c'est un peu comme Photoshop. C'est un outil, il faut s'entraîner énormément avant de savoir en faire quelque chose de cool. Et ensuite, on peut être un peu créatif et trouver des fonctions, des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ et s'en servir pour tout un tas d'autres sujets, quoi. C'est un cas d'usage à Agen dans l'industrie où c'était des ouvriers qui étaient sur une chaîne et ils ont des collègues en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et toutes les 2 semaines, ils font un feedback de ce qu'ils ont vu pour partager un peu le savoir de chacune des chaînes, des lignes en usine. Et du coup, il n'y a que le boss qui parle anglais. Donc le boss qui n'est pas sur la chaîne, qui ne sait pas comment les autres font. Mais c'est lui qui raconte dans des vidéos en anglais. Je leur ai dit, mais attendez, tu le fais en français, tu mets sur Agen et tu doubles dans chacune des 3 langues. Et l'avantage, c'est que l'allemand, il va t'entendre parler en allemand avec ton accent, ton ton, tes mots.
en espagnol et en italien, et au moins c'est toi qui parles, quoi. Et eux, ils feront pareil. Du coup, il n'y a pas l'intermédiaire, il n'y a pas une langue tierce qui se met au milieu, et il n'y a pas le boss qui se met au milieu non plus. Donc, la haute cas d'usage de vidéo, tu vois, avec iGen, que je trouve trop cool. Ouais, c'est trop chouette. Bah, il nous reste le temps pile pour la dernière question que j'avais affichée en parlant des mails. Alors, c'est une question assez simple, mais finalement, c'est peut-être une manière aussi d'intégrer l'IA là dans son process de travail tout de suite en sortant de ce webinaire. On a parlé notamment dans le sondage de la façon dont les boîtes utilisent l'IA et notamment il y avait une option qui était traiter les mails. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des IA qui permettent de gérer ces mails, de répondre automatiquement? J'ai vu début de semaine là Google dans son espace Workspace pour les boîtes généraliser l'IA pour tous les utilisateurs. D'ailleurs, ils ont augmenté les tarifs de tous les utilisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres IA utiles? Mais Yannick, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ChatGPT, tu lui expliques comment tu écris tes mails et ça peut t'aider à être tout le temps cordial parce que tu es vénère aujourd'hui, tu as un mail un peu désagréable, tu sais que tu vas mettre un scud et qu'il faut pas, ça sert à rien. Et le ChatGPT est super fort pour rester sympa même quand tu as envie d'être désagréable. Ou tu as une base documentaire, j'avais formé quelqu'un qui gérait tout ce qui était service civique. Et il me dit, en fait, j'ai la réponse dans ma tête, mais me poser dessus, ça me saoule. Je dis, mais t'inquiète, si tu as toute ta FAQ et tout en référentiel, on va lui donner le mail avec la question, il va t'écrire la réponse, te donner la source et tu n'as plus qu'à vérifier pour envoyer. Et il me dit, bah, c'est cool, maintenant ça me prend 5 minutes parce que c'est que de la vérif et que j'ai plus à faire ce taf à la main qui me faisait chier. Donc ça va plus être des trucs comme ça. Après, moi, j'utilise pas pour écrire mes mails. J'aime bien écrire mes mails et c'est pas une tâche considérée comme chronophage et désagréable. Là où mon collègue, lui, il déteste ça et maintenant il utilise tout le temps l'IA pour écrire à sa place. Parce que l'IA répond plus vite et de façon plus sympa et ça lui fait un premier jet. Après, moi, j'ai un cas d'usage no-code. Quelqu'un parlait du no-code et l'IA, qui, effectivement, je suis abonné à plein de newsletters sur l'IA pour faire de la veille. Et donc, tous les mercredis et tous les vendredis à 16h, là, je vais recevoir le mail de mon agent, me lit toutes mes newsletters, que ce soit en anglais, en français. Il me dédoublonne un peu les informations parce que s'il y a 3 newsletters qui parlent de la même information, que OpenAI a levé 40 milliards de dollars, et ben, en fait, il me dédoublonne tout ça. Il me fait un résumé en 5 points. Voici les 5 sources que tu dois lire. Et voici les liens. Donc, c'est aussi ça, c'est aller lire les mails, aller les analyser, les dédoublonner, m'en faire un résumé. Donc là, c'est un tout petit peu plus complexe, si je puis dire, qu'un simple assistant. Mais ça se fait avec des outils de Make ou N8N qu'on a évoqué tout à l'heure. Et RSS de Substack, et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle newsletter, il récupère les infos et tu dis, tu m'envoies un mail récap tel jour à telle heure, et voilà comment tu l'écris, et tu donnes des exemples. Et super cas d'usage, super intéressant. En fait, la limite, c'est vraiment vous. C'est qu'est-ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui que l'IA pourrait mieux faire que vous, ou qu'est-ce que vous ne faites pas et que vous aimeriez que l'IA fasse, ou qu'est-ce que vous faites mal et que vous aimeriez que l'IA vous assiste. Et c'est vrai qu'avec ces questions-là, déjà, vous mettez tout ça sur un papier et vous le donnez à ChatGPT et puis il va vous dire le plan d'action. Oui, et attention, parce que quand même ton automatisation là, qui est très cool, elle t'a quand même pris peut-être 1 heure à mettre en place pour le temps de la tester et être sûr que ça marche. Si à la fin, c'est pour que vous n'ayez pas le temps de lire la newsletter, en fait, c'est pas parce que l'IA peut le faire facilement qu'il faut le faire. J'ai là une grosse école qui voulait analyser les évaluations des étudiants sur tous les profs pour faire un rapport par prof pour lui dire, bah voilà les points forts, les points faibles. Et en fait, ils ont fait ça sur 5 profs et ils se sont rendus compte que le prof changeait rien, les lisait pas et que c'était de la confiture au cochon. Bah, autant arrêter en fait. C'est du temps perdu, c'est l'énergie, c'est tout ça. Merci à tous les trois. Je vois qu'il est 16h03. Sylvain, tu as compensé ton retard là sur les 3 minutes de rab. Je pense que tu es attendu par tes étudiants pour la suite de ton après-midi, sans doute. Mais merci d'être venu, Yannick. Merci Sylvain. Merci Fabien. Les échanges étaient riches et je sais que ça reste complexe puisque vous êtes quand même hétérogène dans les participants. Donc tout le monde n'a pas le même niveau. Je vais vous lister tous les outils qu'on a mentionnés là cet après-midi. Je vous mettrai le tableau de Sylvain aussi dans le fameux récap. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez bien à répondre à l'enquête de satisfaction avant de partir. C'est super important pour nous pour savoir si vous avez apprécié cette semaine et ce webinaire en particulier. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec Fabien pour découvrir Site W, avec Yannick pour aller plus loin sur l'IA dans votre boîte ou vous former à tous ces sujets avec Sylvain, n'hésitez pas à aller voir à la fois sur notre page d'offres que vous allez recevoir par mail et puis sur LinkedIn. Salut Sylvain, salut Yannick, merci Fabien et à très bientôt du coup sur un prochain événement Folie Web. Bon après-midi et bon week-end. Ciao, merci à tous. Bon week-end. Ciao. Salut.